Imaginez un instant, fermez les yeux et projetez-vous. Vous vous réveillez, non pas avec le bruit des klaxons ou le crissement des pneus sur l'asphalte, mais avec le clapotis doux et hypnotique de l'eau contre les planches de bois de votre chambre. Vous ouvrez votre porte et, au lieu d'un trottoir, c'est l'immensité d'un fleuve miroir qui s'offre à vous. Pas de route, pas de voiture, pas de feu de signalisation, juste de l'eau, à perte de vue, s'enfonçant dans le vert émeraude d'une jungle qui semble ne jamais finir. Bienvenue dans la Venise du Brésil. Un endroit dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, caché au fin fond de l'Amazonie. Là où survivre n'est pas un concept abstrait, mais une chorégraphie quotidienne avec la nature. On est loin, très loin des cartes postales aseptisées. Ici, le trajet matinal pour aller bosser ne se fait pas dans une rame de métro bondée ou derrière le volant d'une citadine, mais à bord d'une pirogue, ce qu'on appelle ici une rabeta. C'est une embarcation longue, étroite, presque fragile en apparence, propulsée par un petit moteur hors-bord qui émet ce vrombissement sourd, ce rythme cardiaque qui rythme toute la cité. C'est votre taxi, votre bus, votre seul lien avec le voisin, parce qu'ici, tout flotte. Les maisons, les écoles, les églises et, croyez-le ou non, même les stations-service. C'est un monde à l'envers où l'élément liquide a tout remplacé. On voit des enfants, pas plus haut que 3 pommes, manier la pagaie avec une dextérité de vieux loup de mer pour se rendre en classe. Pas de bus scolaire jaune ici, juste la force des bras et la connaissance parfaite des courants. Et le plus dingue, c'est que le paysage change tout le temps. Vous pouvez vous coucher avec une vue sur la forêt et vous réveiller le lendemain en réalisant que la maison d'en face a dérivé de quelques mètres pendant la nuit, poussée par les caprices du fleuve. Toute la vie sociale, toute l'économie, tout le destin de ces milliers de personnes est lié aux pulsations de l'Amazone. Les écoles flottantes, c'est un spectacle incroyable. À l'intérieur, c'est le même décor que chez nous. Des tableaux noirs, des instituteurs passionnés, des enfants en uniforme qui récitent leurs leçons. Mais à la récréation, les éclats de rire ne résonnent pas sur une cour en béton. Ils s'envolent au-dessus de l'eau, se mélangeant aux cris des oiseaux exotiques. C'est une atmosphère unique, presque surréelle. Le dimanche, ce sont les cloches des églises catholiques qui donnent le ton, leurs échos glissant sur la surface sombre du Rio Negro. Et quand le soleil se couche, laissant place à une obscurité totale que nous autres citadins avons oubliée, ce sont les chants des églises évangéliques qui prennent le relais, créant une ambiance mystique, presque électrique, sous les étoiles. Si on s'enfonce un peu plus dans les ruelles aquatiques, on tombe sur ces petites boutiques de quartier, les mercadinhos. On y trouve de tout, serrés sur des étagères qui tanguent doucement, du savon, du riz, de l'huile, des bonbons aux couleurs criardes qui font briller les yeux des gamins, et bien sûr, le poisson du jour, tellement frais qu'il semble encore frétiller. Certains de ces commerces sont de véritables prouesses d'ingéniosité. Ils ont des congélateurs alimentés par des générateurs capricieux pour vendre du fromage local, et certains proposent même un accès Wi-Fi, souvent lent, souvent instable, mais c'est leur fenêtre sur notre monde, leur lien avec cette modernité qui semble si lointaine et pourtant si proche. Il y a même des salons de beauté flottants. Imaginez-vous en train de vous faire couper les cheveux ou de faire une manucure avant la fête de la communauté, avec le mouvement doux du fleuve qui vous berce. C'est ça, la réalité de la cité flottante. Une adaptation totale, sans aucune plainte, une résilience qui force le respect. Et que dire de la station-service ? C'est peut être l'image qui m'a le plus marqué. On est habitué aux files d'attente aux pompes à essence sur le périph', mais ici, ce sont les bateaux qui font la queue, les moteurs au ralenti, les capitaines qui s'échangent les dernières nouvelles du fleuve en attendant leur tour. C'est un balai incessant, une logistique complexe, où chaque litre de carburant est une promesse de mouvement, de survie. Dans cette ville, tout dépend de la générosité du fleuve, mais aussi de sa sévérité. Il nourrit, il transporte, il fait vivre, mais il impose ses règles. L'économie, ici, c'est la pêche artisanale, le cœur battant du système. Dès l'aube, alors que la brume enveloppe encore les cimes des arbres, les familles partent jeter leurs filets. On cherche le tucunaré, le tambaqui, le mythique pirarucu ou le surubim. Certains pêchent pour leur propre assiette, pour assurer le repas du soir. D'autres vendent leurs prises directement de bateau à bateau, ou rejoignent les marchés flottants pour échanger leur labeur contre quelques pièces qui permettront d'acheter ce que le fleuve ne donne pas. Mais la forêt, cette muraille verte qui entoure la ville, apporte aussi son lot de richesses. C'est le royaume de l'açaï. Vous connaissez sûrement ces baies violettes, très à la mode dans nos bols de petit déjeuner healthy, mais ici, c'est une toute autre histoire. La récolte est un métier de haute voltige. Il faut grimper au sommet de palmiers vertigineux, à la main, sans aucune sécurité. C'est risqué, c'est épuisant, mais c'est lucratif. On récolte aussi les noix du Brésil, les bananes, le cupuaçu, le pupuna.
des fruits dont les noms sonnent comme une poésie exotique et qui sont transformés sur place. Les familles produisent leur propre farine de manioc, le tapioca, qui est la base de tout ici. Elles fabriquent des savons artisanaux avec des huiles naturelles, des confitures, des douceurs selon des recettes qu'on se transmet de grand-mère en petite fille. Et en parlant de transmission, il faut qu'on parle des femmes de cette cité. Elles sont, sans aucune exagération, les piliers invisibles mais indestructibles de cette société. Elles dirigent souvent les petits commerces depuis leurs terrasses. Elles cuisinent des ragoûts de poisson dont l'odeur vous met l'eau à la bouche à des kilomètres. Elles gèrent les finances, l'éducation, les soins. Elles sont les gardiennes des traditions et les architectes de la cohésion sociale. Sans leur énergie, sans leur capacité à transformer une cabane flottante en un foyer chaleureux, la ville ne tiendrait pas 2 jours. Elles incarnent l'âme de cet endroit, cette force tranquille qui permet de prospérer là où d'autres auraient abandonné depuis longtemps. D'ailleurs, posez-vous la question, si vous deviez vivre ici, demain, sur quoi compteriez-vous? La pêche? Le commerce? L'artisanat? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir comment vous vous projetteriez dans ce mode de vie si différent du nôtre. Mais ne nous trompons pas de décor. Derrière ce charme presque romantique de la vie sur l'eau, la réalité est d'une dureté sans nom. C'est un défi de chaque seconde. Quand on discute avec les habitants, ce qui revient toujours comme un refrain douloureux, c'est le manque d'infrastructures de base. On oublie souvent la chance qu'on a d'ouvrir un robinet et d'avoir de l'eau potable. Ici, l'eau potable est un luxe qui demande une vigilance de tous les instants. Le fleuve, ce même fleuve qui donne la vie, est aussi celui où finissent tous les déchets. Il n'y a pas de système d'égout, pas de traitement des eaux usées, tout est rejeté directement dans l'eau sombre. Les habitants le savent, ils voient la contamination, mais ils n'ont pas d'autre choix. Pour boire, ils récupèrent l'eau de pluie pendant les orages dantesques de l'Amazonie, la stockant dans des réservoirs de fortune. Ils filtrent ce qu'ils peuvent avec des tissus, ils font bouillir l'eau quand ils ont du combustible, mais les maladies rôdent toujours. La gestion des déchets est un autre cauchemar. Pas de camion poubelle qui passe le mardi matin, on improvise, on brûle ce qu'on peut, on entasse le reste sur les plateformes, où on regarde, impuissant, les déchets dérivés et s'accumuler entre les pilotis, finissant par étouffer les canaux, ces fameux igarapés. Et que se passe-t-il quand on tombe malade? C'est là que le tragique rencontre le quotidien. Il n'y a pas de clinique à proximité, pas d'ambulance qui peut arriver en 10 minutes. En cas d'urgence, c'est la course contre la montre. Des heures de pirogue pour rejoindre Manaus, parfois en pleine tempête, parfois dans une obscurité totale où le fleuve devient un labyrinthe de dangers. L'électricité, elle aussi, joue avec les nerfs. Les câbles sont fragiles, les courts-circuits fréquents sous les averses tropicales. Beaucoup utilisent des générateurs bruyants et coûteux ou se contentent de lampes à pétrole dangereuses. Quand la nuit tombe, elle est profonde, lourde, et l'isolement se fait soudainement sentir de manière très concrète. Pourtant, malgré ces conditions qui nous paraîtraient insupportables, il y a quelque chose ici que nous avons en grande partie perdu dans nos métropoles de béton. Une solidarité organique, viscérale. Cette ville ne flotte pas seulement sur l'eau, elle flotte sur l'entraide. C'est leur ressource la plus précieuse, bien plus que le poisson ou l'or vert de la forêt. Les voisins ne sont pas juste des gens qui vivent à côté, ce sont des membres d'une même famille élargie. Si une maison commence à prendre l'eau parce que les flotteurs faiblissent, on ne regarde pas ailleurs. On apporte des rondins, des bidons en plastique, on aide à stabiliser la structure. Si un moteur lâche, on prête ses outils, on donne un coup de main pour réparer. Pendant les crues extrêmes, personne n'attend les ordres d'un gouvernement lointain. On s'organise, on renforce les amarres, on installe des flotteurs supplémentaires, c'est le mutirao, cet effort collectif spontané. On nettoie les canaux ensemble, on construit des abris communs. C'est cette capacité à faire bloc qui sauve des vies, qui maintient les écoles ouvertes malgré les tempêtes, qui permet à cette communauté de tenir debout, ou plutôt de rester à flot. Mais d'où vient cette ville incroyable? Son histoire n'est pas celle d'un projet d'urbanisme réfléchi dans un bureau climatisé. Elle est née de la nécessité, de la survie pure, et elle est liée à un homme, João Aprigio. Au début du XXe siècle, après l'effondrement brutal de l'âge d'or du caoutchouc, Manaus, celle qu'on appelait la Paris des tropiques, s'est effondrée. La richesse s'est évaporée, laissant derrière elle des théâtres vides et une pauvreté galopante. Les populations rurales ont afflué vers la ville, cherchant désespérément un avenir. João Aprigio était l'un de ces migrants. Arrivé en 1920, il a trouvé une ville saturée, où il n'y avait plus de place pour les pauvres sur la terre ferme. Alors il a eu cette idée folle, si la terre lui refusait une place, il la prendrait sur l'eau. Il a assemblé des troncs, construit une cabane en planches et s'est installé sur le fleuve. Ce geste de désespoir est devenu l'acte de naissance d'une culture.
D'autres l'ont suivi, créant d'abord des grappes de maisons, puis des quartiers entiers, sans plan, sans aide, avec seulement de la récup et du courage. Ce qui est fascinant, c'est que cette cité se trouve aux portes de Manaus, une métropole moderne de plusieurs millions d'habitants. C'est un contraste saisissant. D'un côté, les gratte-ciel et les centres commerciaux, de l'autre, cette vie aquatique qui suit le rythme des saisons. Car ici, la géographie est reine. On est à la confluence du Rio Negro et du Solimon. Le Rio Negro, c'est ce géant aux eaux sombres, presque noires, à cause de la décomposition organique, mais d'une pureté surprenante et avec moins de moustiques, ce qui a facilité l'installation humaine. C'est un environnement qui respire. Pendant la saison des pluies, le niveau monte de manière spectaculaire, transformant les sentiers en canaux profonds. La forêt inondée, l'Igapo, devient un monde magique où les poissons nagent entre les branches des arbres et où les bateaux glissent là où, quelques mois plus tôt, on marchait à pied sec. Pour ceux qui osent s'y aventurer, la cité flottante est un trésor de biodiversité. On y croise les botos, ces dauphins roses d'Amazonie qui semblent vous sourire en escortant votre pirogue. On entend le cri puissant des singes hurleurs. On aperçoit des paresseux qui semblent ignorer le passage du temps, accrochés à leurs branches. C'est un paradis pour les oiseaux, des haras rouges, des toucans au bec impossible, des colibris qui scintillent comme des bijoux. La nuit, ce sont les yeux des caïmans qui reflètent la lumière de vos lampes comme des braises rouges à la surface de l'eau. C'est un rappel constant que l'homme ici n'est qu'un invité, qu'il doit composer avec un écosystème d'une richesse et d'une fragilité extrême. Si l'on prend un peu de recul, on réalise que cette ville n'est pas tout à fait seule au monde. L'humanité a toujours eu ce lien charnel avec l'eau. Pensez à Amsterdam et ses milliers de péniches, même si là-bas c'est devenu un luxe pour architectes branchés. Pensez aux Bajau, ces nomades de la mer en Asie du Sud-Est, capables de plonger à des profondeurs incroyables et qui vivent sur des pirogues depuis des millénaires. Pensez à Venise, bien sûr, construite sur des pieux en bois il y a 1000 ans, ou au lac Tonle Sap au Cambodge, où des villages entiers se déplacent selon la mousson. Mais la cité flottante de l'Amazonie a quelque chose de différent. Elle n'est pas née d'une tradition ancestrale ou d'une richesse commerciale, elle est née de la résilience des oubliés. Elle est la preuve que même quand on n'a rien, on peut construire un monde si on a la volonté et si on sait se serrer les coudes. C'est peut être ça la plus grande leçon de cet endroit. Une ville n'a pas besoin de béton pour être solide. Les fondations les plus robustes, ce sont la confiance, la coopération et cette obstination farouche à rester debout, même quand tout autour de vous bouge et tangue. Ces habitants ont façonné un mode de vie en harmonie avec une nature puissante, sans rien demander à personne. C'est une histoire d'adaptation qui nous remet à notre place, nous qui nous plaignons parfois pour un train en retard ou une connexion Internet qui flanche. Alors, après ce voyage au cœur de l'Amazonie, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Est-ce l'ingéniosité de cette station-service flottante? La force de ces femmes qui portent la communauté sur leurs épaules? Ou cette solidarité qui semble infaillible? Est-ce que vous seriez prêt à passer ne serait-ce qu'une semaine dans ces conditions, coupé du confort moderne, mais connecté à l'essentiel? Partagez vos réflexions avec moi, j'ai hâte de vous lire et d'échanger sur cette vision du monde si particulière. Si cette exploration vous a touché, si elle vous a fait voir le monde un peu différemment, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à continuer ces documentaires. Et si vous n'êtes pas encore de l'aventure, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines escales. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Votre soutien est notre moteur. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte. Restez curieux, restez explorateurs et à très bientôt.